Culture Média. Philippe Vandel. En ces temps de coronavirus, les journaux qui ne peuvent pas ou plus envoyer des reporters s'appuient plus que jamais sur le travail de l'AFP, l'agence France Presse. Oui, mais alors, comment fonctionne l'AFP elle-même ? Dans un long billet de blog, Philippe Chetwin, le directeur de l'info de l'agence, raconte les coulisses et s'interroge. Comment remplir la mission d'informer quand l'épidémie de coronavirus bouleverse les vies de chacun des 2400 employés de l'agence ? Comment continuer à assurer un journalisme d'excellence à l'ère de la distanciation sociale ? Je ferme les guillemets. Depuis, il a dû trouver la réponse. Justement, il est avec nous. Bonjour Philippe Chetwin. Bonjour. Je posais la question que tout le monde pose, mais cette fois-ci, elle est pertinente. Est-ce que, de mémoire de journaliste, vous avez vécu des crises comparables en termes de couverture journalistique ? Évidemment, parce que vous, il vous est arrivé de couvrir des crises comme celle du SRAS ou d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Est-ce qu'il y a un précédent ? Je pense en termes d'ampleur d'histoire, le seul précédent, c'est peut-être les événements de 11 septembre, où c'était vraiment un sujet monotone pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Mais là, cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui touche tous les pays du planète et tous nos journalistes. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça que je pense non, c'est vraiment différent cette fois-ci. D'accord. Mais je dis ça parce que il y a quelque chose que je ne supporte plus. C'est pas du tout vous que je m'incrimine. C'est dans les reportages à la télé. Chaque fois qu'il y a des gens, ils disent est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Les gens ils disent bah non. Voilà. Ça fait juste 3 mois qu'on entend ça et je commence à plus en pouvoir de cette question. Non, on n'a jamais vécu ça. Alors pour qu'on mesure bien la force de l'AFP, combien de journalistes y travaillent ? Combien de bureaux dans le monde ? Dans combien de pays êtes-vous présent ? Il y a à peu près 1700 journalistes à l'AFP autour du monde. Ouais. On travaille dans 200 bureaux. On a effectivement un bureau dans presque chaque pays du monde. Et dans certains gros pays du monde, comme les États-Unis, 5 ou 6 bureaux. Alors notre boulot, c'est vraiment de couvrir la planète entière dans la mesure du possible. À cause de la loi des grands nombres, on imagine bien que sur 2400 employés, certains ont été touchés par le virus. Je me trompe pas ? Oui, absolument. Je pense que nous sommes autour d'une 80 personnes touchées jusqu'ici. Personnes graves, ça c'est quelque chose qui est pas bien. Et moi-même j'étais aussi touché juste au début de la crise. Ouais. C'est pour ça que j'ai perdu les 2 premières semaines de la crise. Mais ça c'est juste quelque chose que vit toute la rédaction de l'AFP. Vous avez été touché, vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous êtes resté chez vous ? Non, j'étais resté chez moi. C'était vraiment au début de la crise et c'était vraiment exactement la situation de beaucoup de personnes en France à ce moment-là. Comment avez-vous fait techniquement pour que vos journalistes continuent à travailler sans se mettre en danger ? Il y a 2 choses. Je pense immédiatement, on a essayé de faire le maximum de télétravail. Alors, clairement, ça c'est assez facile pour les reporters ou les journalistes de photos, etc. Des choses qui sont assez légères. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. La complexité, c'était vraiment de mettre en place les systèmes d'édition pour la vidéo, pour la photo. Et ça, c'était beaucoup plus complexe. On nous a surpris d'être capable de le faire aussi rapidement qu'on l'a fait. Ouais, d'accord. Ça, on comprend. C'est la deuxième partie, c'est vraiment... Oui, allez-y. C'est ce qu'on appelle le back-office. C'est les gens qui sont au bureau, qui reçoivent les reportages. On comprend que ça peut se faire de chez soi. Mais alors, comment ça se passe pour vos reporters sur le terrain ? Comment se sont-ils adaptés ? Ça, c'était la chose le plus délicate. Je pense ça frappe les individus d'une manière différente chacun. Et une chose qui était extrêmement importante dès le début, c'est tous les reportages dans des zones difficiles. C'était sur la base de volontariat. Ouais. On ne force personne de sortir dans ces conditions. Après, la deuxième condition, c'est vraiment d'être sûr qu'on a tous le bon matériel de vraiment protéger nos journalistes dans des zones difficiles, dans des hôpitaux ou même juste dans le public, là, assez de masques, assez de combinaisons, etc. Et ça, c'était un gros boulot de logistique fait avec nos bureaux autour du monde. Notamment la région Asie qui a nous beaucoup aidé toutes les autres bureaux du monde en trouvant beaucoup de choses comme des masques, etc. L'AFP produit beaucoup d'images et de plus en plus d'images vidéo. On a vu beaucoup d'images de drones qui prenaient de la hauteur. Vous avez des drones vous-même à l'AFP ?
On a des drones vraiment partout dans le monde maintenant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans les derniers 2 ou 3 ans. Et c'était vraiment très adapté à ce gros changement qu'on a vu dans la vie des grandes villes du monde, qu'on s'est vu vider complètement pendant le confinement. Et ça nous a donné des images assez spectaculaires des gros monuments des grandes villes du monde, comme à Paris, New York, etc. Est-ce que vous avez dû renoncer à couvrir certains sujets par mesure de sécurité ? Je pense pas beaucoup, parce qu'on avait vraiment tous les stocks de combinaisons, de masques, etc. Dont on a besoin. Mais chaque fois, je pense qu'on a posé vraiment des questions difficiles chaque fois pour dire: est-ce que vraiment ce reportage ou cette histoire est nécessaire? Je pense qu'on l'a attaqué un peu comme la même manière dont on attaque les questions de couvrir une guerre, une vraie guerre. C'était important de ne pas faire pression sur nos journalistes de faire quelque chose. Et puis il y a des sujets que de fait vous n'avez pas pu couvrir, non pas parce que c'était un choix, mais parce que c'est la réalité. Ce sont les événements sportifs totalement à l'arrêt. On n'imagine pas, mais pour l'AFP, c'est une grosse perte. Je pense que c'était très difficile pour nos journalistes de sport. En fait, l'agenda de l'agence est vraiment rythmé par les événements sportifs. Et l'effondrement juste de tous les calendriers de foot et rugby et autres autour du monde a créé une énorme vide. Ceci dit, il y a beaucoup de travail après pour comprendre ce que va se passer. Même maintenant, il y a des gros papiers, analyses sur la reprise de le foot en Allemagne, en Angleterre. Mais c'est aussi beaucoup. Le sport, c'est combien pour constituer? C'est quelle part du travail de l'AFP? Et des revenus? Peut-être entre 30 et 40% de toutes nos dépêches et toutes les images. Et c'est clairement quelque chose qui est extrêmement important pour nos clients autour du monde. D'accord. Vous allez envoyer, puisqu'on en parlait ce matin dans le journal de Cyril Lacarrière, le championnat de foot, la Bundesliga va reprendre avec des matchs à huis clos. Huis clos, ça veut dire avec ou sans photographe au bord du terrain? En ce moment, on est encore en discussion avec les autorités sportives pour comprendre exactement les conditions dans lesquelles les médias peuvent travailler. Pour nous, c'est extrêmement important que les médias soient pris en compte dans toutes ces discussions et qu'il y a une capacité pour les médias d'être présents sur le terrain et dans les tribunes, naturellement dans une manière qui est en toute sécurité. Évidemment. Et c'est pas complètement fini, c'est pas complètement abordé. On va suivre cette histoire. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Philippe Chetwin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information à l'AFP et on se parle juste après ça. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Philippe Chetwin, directeur de l'information de l'AFP, l'agence France Presse. En ces temps de coronavirus, les journaux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus envoyer des reporters s'appuient plus que jamais sur le travail de l'AFP. Oui, mais comment l'AFP fonctionne-t-elle elle-même? Vous êtes en train de nous répondre, Philippe Chetwin, et vous avez également constitué à l'agence une énorme base de données qui permet de suivre en temps réel l'évolution de la pandémie. Racontez-nous. Oui, alors on a trouvé dès le début de cette crise, c'est vraiment une histoire qui est écrite autour de data. Et on a vraiment des atouts à jouer parce que dans chaque bureau de l'AFP dans le monde, on a la capacité de chercher les data des autorités locales et de constituer une base de données globale qui nous donne des chiffres sur les morts, les quantités de personnes en confinement et tous les différents chiffres de cette histoire. Et ça nous met dans une position de sortir des infos plus rapidement que parfois les autorités globales et que nos compétiteurs. Alors justement, à propos de chiffres, leur véracité ou non, vous faites également un énorme travail sur le fact-checking, la vérification des faits en bon français. Combien de fake news avez-vous déminé? Ou autre question subsidiaire, quelle est la fréquentation de votre site de fact-checking qui est factuel.afp.com?
Ça commence à grandir tout le temps. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près 800-900 infox qu'on a débunkés autour du monde. On a une équipe en total de fact-checkers de presque 80 personnes qui travaillent dans une quinzaine maintenant de langues. Et on a vu énormément de trafic vers notre site web. Je pense que dans le mois de mars, on a une audience qui était le même que toute l'année dernière. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est une fake news ou non. Le président Trump a assuré que le virus avait été créé en Chine, dans un laboratoire de Wuhan. Est-ce que vous avez pu enquêter sur place dans le labo ou est-ce que là-bas, tout est verrouillé ? Non, on n'a pas réussi à enquêter sur place dans le labo. On a réussi à être présent à Wuhan pendant tout le mois de janvier. Et depuis un mois aussi, on est installé à Wuhan pour faire beaucoup de reportages dans les marchés, avec les résidents, dans les hôpitaux, etc. Bien sûr, ça nous apporte beaucoup de contexte autour de cette histoire, mais on n'a pas réussi à répondre à cette question. Voilà, ce qu'on voit que là, c'est très difficile de répondre à cette question, puisque l'information n'est pas véhiculée par un petit site internet complotiste. Vous allez me dire que le président Trump est peut-être complotiste. En tout cas, c'est le chef d'État du premier pays du monde. D'une manière générale, comment travaillez-vous en Chine ? Est-ce que les autorités là-bas vous laissent travailler ? Est-ce qu'il y a un avant et un après la crise ? Est-ce que la situation a évolué sur place par rapport aux médias ? On a trouvé, c'était intéressant parce qu'au début de la crise à Wuhan, nous étions surpris que on avait pas mal de liberté à travailler à Wuhan. C'était assez rare en Chine où souvent, notamment dans des situations sensibles, on a pas mal de pression des autorités. Et vraiment dans ce premier mois en janvier à Wuhan, on était vraiment assez libre à faire ce que nous voulons faire. Clairement, dans les mois qui ont suivi cette crise, les autorités ont vraiment essayé de contrôler, notamment pas juste les journalistes, mais aussi la population. Et clairement, c'est beaucoup plus difficile maintenant à voyager, à avoir accès aux hôpitaux, des endroits sensibles. Vous voulez dire que les autorités chinoises se sont servies du prétexte de confinement pour également bloquer les journalistes ? C'est toujours difficile de travailler en Chine. Il y a une machine qui rend la vie, notamment des journalistes étrangers, pas toujours facile. C'est peut-être plutôt un retour à la situation normale. Et alors maintenant, on va revenir en France, à Paris. Comment vous avez organisé le travail à votre siège parisien ? Combien de journalistes sur le terrain ? Combien en télétravail ? Comment vous vous êtes disposé, réorganisé ? Alors, depuis peut-être mi-mars, normalement, il y a peut-être 1 millier de personnes qui travaillent à notre siège à Place de la Bourse en total. Et depuis un mois, il y a à peu près entre 30 et 40 personnes dans ce bâtiment. Et ça inclut vraiment les gens de sécurité. Peut-être il y a juste une vingtaine de journalistes qui fait des fonctions clés, qui sont basés là-bas. Et le reste du monde est vraiment en télétravail. On utilise les mêmes applis que je pense la plupart des sociétés en France utilisent, les Zoom, les Microsoft Teams et autres. Ça dépend, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous avez une équipe continuité, c'est bien ça ? Une équipe technique qui ne fait que ça, faire en sorte que tous les équipements fonctionnent. Oui, on a une petite cellule. Je pense que une chose qu'on a bien fait, c'était vraiment assez tôt. Peut-être, on a de la chance parce qu'on a toutes les leçons qu'on a appris en Asie en janvier et février. C'est pour ça qu'on a constitué une équipe de continuité, une espèce de cellule de crise assez tôt en mars, qui nous a aidé beaucoup de gérer le confinement en France et en Europe. Merci beaucoup Philippe Chetwin de ces informations, de ces éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information à l'agence France Presse qui continue son travail formidable partout dans le monde pour la radio, la télévision, évidemment, la presse écrite. Merci d'avoir été avec nous.